Ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Un invité, oui, exceptionnel ce dimanche dans Questions politiques, le Premier ministre. Il va nous expliquer comment basculer dans cette nouvelle ère annoncée par Emmanuel Macron la semaine dernière, cap fixé donc par le président. Comment maintenant l'organiser pour le gouvernement, avec quelles mesures, quelles réformes et surtout avec quel argent. Après bientôt 100 jours passés à Matignon, le plus dur commence pour le chef du gouvernement, François Bayrou, qui pour la première fois depuis sa nomination est sur le plateau de Questions politiques. 1 heure d'émission en direct pour tenter de comprendre ce qui nous attend. Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais j'ai cru que vous alliez dire que c'était la première fois que je venais sur votre plateau. Ah non, certainement pas. Avec moi pour vous interviewer, comme toujours, vous connaissez l'équipe de Questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions et Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour à toutes les deux, mesdames. Bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes. François Bayrou, on va passer donc 1 heure ensemble. On a beaucoup de questions à vous poser. On observe depuis plusieurs semaines toutes ces réunions qui s'enchaînent. Pas beaucoup de décisions qui sont prises pour l'instant. Où en est-on exactement ? On aimerait savoir, on aimerait comprendre. Surtout depuis l'allocution, il y a 10 jours maintenant, du président Macron. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que ça veut dire, François Bayrou ? Nous rentrons dans une nouvelle ère. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer sérieusement à la guerre ? En tout cas, il faut se préparer sérieusement. Non seulement à des menaces militaires, mais il faut se préparer sérieusement à la guerre commerciale. L'instauration de droits de douane, de tarifs douaniers qui menacent un très grand nombre de nos productions et qui menacent aussi, je le crois, parce que je pense que c'est une erreur d'appréciation fondamentale, un grand nombre de productions américaines. Nous étions habitués à être dans une alliance avec ses hauts et ses bas, mais dans une alliance que personne ne remettait en question autour de l'idée des sociétés de liberté. Nous étions, les Américains et nous, depuis la guerre, depuis 80 ans, et même pendant la guerre, ensemble. Mais dans cette nouvelle ère annoncée par Emmanuel Macron, décrite d'ailleurs encore ce matin dans la presse par le président, on ne relance pas le service militaire. En tout cas, clairement, il le met de côté. Ça peut paraître surprenant, un chiffre, un Ipsos a publié ce matin, 86% des Français ne sont pas contre un retour du service militaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette option-là ? Alors d'abord, cette option, elle a été choisie en France en 1995. C'est Jacques Chirac qui avait fait le choix, et c'est un choix que je crois tous les militaires soutiennent, de construire une armée professionnelle, une armée de conscription, d'appelés. C'est une armée qui est faite de jeunes gens, de jeunes garçons, et désormais ce serait de jeunes filles, mais qui ne sont pas des professionnels de la chose militaire. Mais là, on nous explique que le contexte a changé. Et donc, il faut que nous ajoutions sans doute à cette armée professionnelle une armée de réserve. Et pourquoi ? Et cette armée de réserve, c'est pour essayer de développer la résilience de la population, c'est-à-dire impliquer davantage les Français dans peut-être un patriotisme, en tout cas le sentiment qu'il y a une vraie nécessité de défendre la France et l'Europe, ou est-ce que c'est parce qu'il faut quand même ajouter des forces d'appoint à l'armée ? Non, je pense que c'est principalement pour que le lien entre l'armée et la nation soit vivant, respecté et soutenu par nos concitoyens. C'est un réarmement moral, globalement ? Oui, c'est un réarmement moral,
et c'est aussi une capacité pour agir. Chaque fois qu'on a besoin d'une intervention que pour l'instant on confie à l'armée, je vais prendre un exemple simple, le cyclone à Mayotte. Destruction effroyable, des blessés, des morts, obligation de mettre en place un hôpital de campagne, comme sur un champ de bataille. Et puis de maintien de l'ordre, parce que, évidemment, comme vous le savez, la situation à Mayotte, avec 20% ou 25% d'illégaux, est une situation qui est très déstabilisée. Donc il nous faut de l'opérationnel plus rapide, c'est ça ? Oui, opérationnel plus rapide, opérationnel pour tout ce qui touche à la sécurité. À l'intervention quand on en a besoin, quand il y a des catastrophes. Regardez l'opération Sentinelle. On fait patrouiller dans les aéroports des professionnels et même parfois ultra professionnels. Peut-être mieux que des gens qui n'ont jamais manié une arme, mais... Et donc il vaut mieux avoir des réservistes qui seraient formés pour cela. Mais justement, ça va fonctionner comment ? Et qui permettraient de libérer les autres pour du faire temps professionnel. Édouard Philippe dit 50 000 par an. Le réserviste ? Sur la base du volontariat. Est-ce que vous visez des jeunes, des gens de tous les âges, ou est-ce que c'est une façon, effectivement, de faire une espèce de service humanitaire où, en gros, tous les gens que vous avez en réserviste libéreraient, comme vous venez de le dire, les tâches de gendarmerie, de militaire et de police ? Oui, je pense que... C'est des jeunes et c'est combien par an il en faudrait ? Je pense que tout ça n'est pas chiffré. Il se trouve que les armées y travaillent depuis 15 jours ou une semaine assidûment. Il faut que vous mesuriez que si l'on faisait quelque chose de très large, ça coûte très cher. Où est-ce qu'on les loge ? Dans quelle caserne ? Quel est l'encadrement ? Dans combien de temps ? L'encadrement. Il y a une chose qui marche très bien en France, et ça marche outre-mer, c'est ce qu'on appelle le service militaire adapté. Qui a été mis en place il y a longtemps, et je connais bien les protagonistes, par exemple à La Réunion, qui ont mis en place le service adapté. Ça marche très bien, mais c'est un taux d'encadrement très important. Et on va retomber sur un des problèmes que nous avons devant nous, qui est le problème budgétaire. Voilà. Et alors, justement, il se heurte. Et donc, mais j'ajoute un mot. J'ai toujours été partisan d'un service civique. C'est-à-dire que on puisse proposer à des jeunes de participer à des actions d'intérêt général. Mais proposer, pas imposer. Proposer, imposer, vous vous rendez, ça pose des problèmes. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas, qu'est-ce que vous faites ? Je vous le demande. Voilà, mais bien, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vous pose la question. Mais là, c'est un peu compliqué parce que vous parlez du service civique. Le caractère obligatoire d'un service, ça impose des sanctions si ce service n'est pas rempli. On n'en est pas là. Je pense que l'idée de construire en vue d'avoir des réserves opérationnelles, une partie de la classe d'âge pour qu'elle soit instruite de tout ce qui est intervention, mise en place de secours. Je pense que c'est une bonne idée et ça me permet d'adresser un salut à tous les jeunes qui ont choisi de faire le service civique aujourd'hui et que je suis allé rencontrer très récemment. Je voudrais juste le leitmotiv de l'émission, ça va être vous avez plein de bonnes intentions, vous avez plein d'adaptations dans votre tête, mais comment concrètement on passe aux travaux pratiques ? Par exemple, la réorganisation du service national universel, quel objectif, à quelle échéance et qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, on va essayer d'être très concret. Et juste, oui. je complète, on a parlé là de service national universel, vous avez parlé de service civique, on a parlé de réservistes. Comment les différentes choses s'encastrent les unes avec les autres ? Les réservistes, ce sont ceux qui ont fait cette formation. D'accord, très et bien. qui plus tard dans leur vie demeurent mobilisables, exactement comme les sapeurs-pompiers volontaires. On ne se rend pas compte de l'importance et du nombre de tous ceux qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour la société, et les sapeurs-pompiers volontaires sont un très bon exemple. Mais ceux-là, on ne leur apprend pas à manier les armes. Mais si, les sapeurs-pompiers volontaires, on leur a appris, vous me faites faire des fautes de français, ce qui est très mal, on leur a appris à se former au maniement des armes, de tout ce que sont les matériels
contre l'incendie, contre les accidents. Et donc, les réserves, c'est tous ceux qui auront été formés au fil du temps et qui accepteront de demeurer engagés. D'accord. Voilà exactement comment ça s'articule. Et la réorganisation du service national, du service civique universel, comment vous l'imaginez, à quelle échéance? Je pense que dans l'esprit du président de la République, dans sa déclaration, c'est cela qu'il vise, cette articulation-là. Alors, il va falloir financer, Françoise en parlait déjà, cette nouvelle ère. Il y a une réunion importante jeudi prochain, le 20 mars, qui va se passer au ministère de l'économie et des finances à Bercy, avec le ministre des Finances, Éric Lombard, et Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense. Vous attendez là précisément quel type de décision à l'issue de cette réunion? Est-ce qu'on peut tracer un cadre, et je vais répondre à la question, mais un cadre un peu plus large? En réalité, qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans en France? C'est qu'on découvre qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'on voudrait faire. Et on le découvre sur chacun des sujets que vous avez évoqués, et chacun des Français dans sa vie se dit, mais en effet, je n'ai pas les moyens d'avoir dans un grand nombre la vie que je voudrais avoir. Pourquoi ? Oh ben c'est très simple, parce que notre pays, depuis 30 ans au moins, ne produit plus comme il l'a fait et ne produit pas ce que nos voisins produisent. Si vous regardez la production par habitant, on dit le PIB par habitant, le produit intérieur par habitant, et que vous le comparez à nos voisins, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Belgique, par rapport, c'est moins 15%. Et par rapport aux Pays-Bas, c'est moins 30%. Donc on n'a pas les moyens de cette nouvelle ère dont Je on n'ai parle. pas dit qu'on n'avait pas les moyens, j'ai dit que la priorité que nous devons donner à notre action, c'est la reconquête de la production. Donc politique de l'offre. Production de l'offre. Oui, production. Allongement du temps de travail, de la durée du travail. On va laisser le Premier ministre s'exprimer tranquillement, qu'on le comprenne bien, c'est important. Mais peut-être c'est mieux d'aller au bout des phrases. Reconquête de la production agricole, reconquête de la production industrielle, reconquête même de la production intellectuelle. Et probablement jamais les temps n'ont été aussi favorables depuis très très longtemps pour 2 raisons principales. La première, pour produire, il faut de l'énergie. Et nous avons la chance d'avoir reconstruit un appareil de production d'énergie, d'électricité nucléaire, qui est décarboné et qui peut à terme nous offrir une électricité qui soit accessible, abondante et pas trop chère. Les autres pays autour de nous n'ont pas ça. C'est une très grande chance. Et deuxièmement, pendant très longtemps, c'était impossible, nous disait-on, de produire. Parce que l'heure de travail, en France, par rapport à la Chine, était payée évidemment beaucoup trop cher. Il se trouve que nous assistons à un moment, que nous sommes dans un moment où une révolution est en cours, qui est la révolution de la robotique et de l'intelligence artificielle. Un robot, il travaille 24 heures sur 24. Le prix de revient du robot dans le sud-est asiatique et dans nos pays, il fait pas grève comme vous dites, mais pas seulement, il n'est pas malade, il n'a pas de coup au moral. Et donc, ce basculement dans une nouvelle époque, à quoi il faut ajouter que nous sommes ceux en Europe qui maîtrisons le plus l'industrie verte, le respect de l'environnement dans nos processus industriels, tout ça constitue un ensemble de chances considérables. Oui, mais par rapport à la Réunion, alors, ou par rapport à nos finances publiques Eh bien, par rapport à... C'est ce que je dis. Si nous produisons plus, eh bien, les finances publiques seront améliorées. Et donc, j'aime beaucoup qu'on aille à la question du lendemain. Mais la question d'aujourd'hui, elle est peu posée. Elle a peu été formulée. Et je tiens, moi, à ce qu'elle soit transparente pour tous. Notre responsabilité, c'est
d'arrêter de laisser décrocher la France comme elle l'a décroché depuis 30 ans, de laisser désindustrialiser la France comme on l'a fait, de laisser désagriculturiser, si je puis inventer un mot, le pays. Vous vous rendez compte, nous étions le pays le plus exportateur en Europe en matière agricole. Aujourd'hui, nous sommes à peine à l'équilibre. Et s'il y a les catastrophes qu'on annonce sur le vin, la vigne et les spiritueux, à ce moment-là, on va être encore en déficit commercial. Donc, s'il doit y avoir une priorité nationale, celle-là doit être à la reconquête de la production. Ça n'est pas d'aujourd'hui que je défends ça, je l'ai défendu au plan comme on vous a presque savez. l'impression que vous nous présentez les choses comme si c'était une opportunité pour nous de nous bouger enfin. Que veut dire Emmanuel Macron lorsque dans son allocution de l'autre jour, il nous prédit qu'il va falloir avoir du courage, faire des choix et faire des efforts? Ce que vous nous dites, on le comprend très bien. C'est un choix et un effort. Ça va être dur, c'est-à-dire on va se priver de quoi? On va travailler plus, on va être moins remboursé, on va faire... Et où est-ce qu'on trouve l'argent pour ça financer sera bien tout après, ça? mais pour l'instant, l'effort et le courage. Vous faites comme si je n'avais pas fait la première partie de la question. Mais bien sûr qu'on vous a entendu. Pas du tout. Mais la première partie. Il faut se reprendre, il faut se réindustrialiser. Vous dites tout ça, et que c'est peut-être une chance parce qu'on a dormi trop longtemps. Oui. Mais avant de pouvoir se réveiller, on a quand même entendu un ton d'Emmanuel Macron qui était... il va falloir le faire, ça va pas être facile. Il va falloir le faire, ça ne va pas être facile. Ça va demander des efforts considérables, mais cette première affirmation, elle signifie que nous pouvons y arriver au bout du chemin. Pendant des années, on a vu se défaire notre appareil de production et notre industrie, et tout le monde disait, mais il n'y a rien à faire. Vous vous rendez compte, on ne peut pas lutter avec les Chinois. Vous avez entendu cette phrase 150 fois. Et l'idée qu'on puisse reconquérir les conditions. Alors c'est plus large que ça, parce que par exemple, l'éducation, ça compte énormément. Et les déficits ou les difficultés d'éducation que nous avons, et les échecs en matière d'éducation que nous avons, qui font que la France passait du pays connu dans tous les pays du monde pour être le pays qui a la meilleure éducation est aujourd'hui en situation de se trouver, je sais pas, tout à fait dans les dernières places. Vous avez l'analyse, vous essayez de la faire partager aux Français. Maintenant, ce qu'on voudrait connaître, c'est la méthode Bayrou. C'est-à-dire, est-ce que vous échelonnez les prochains... Vous venez de passer le cap des 100 jours, ou à peu près. Est-ce que vous échelonnez vos prochains mois en disant à telle date, j'aurais fait ça, à telle date, j'aurais fait ça? Est-ce que je fais une grande conférence des finances publiques? Comment vous y prenez pour, au fond, mettre les Français dans le jeu? Est-ce que vous me permettez de vous dire qu'on a déjà fait beaucoup? Il n'y a aucun gouvernement, avant celui-là, qui a obtenu un budget alors qu'il n'y en avait pas, en passant le cap de 6 motions de censure successives. 6. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Ve République. Qui a fait adopter non seulement les budgets, mais la loi d'orientation agricole, par exemple, qui est en train de faire discuter la loi sur les narcotrafics. Et ça, malgré les très grandes difficultés d'organisation du Parlement en France. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Alors, on entre là dans un de mes dadas que je défends invariablement. Il y a une chose qu'il faut savoir. Pourquoi on ne peut pas examiner tous les textes qu'on voudrait à l'Assemblée ? Pour une raison, 2 raisons. La première, c'est que on ne peut inscrire qu'un texte à la fois à la discussion, alors que au Parlement européen, on examine plusieurs textes à la fois et on vote tout ensemble, tout le monde se réunit pour voter en présence physique. Il n'y a pas de délégation, il n'y a pas de, tous les scrutins sont publics. Et deuxièmement, parce qu'on a réparti, depuis une réforme antérieure, on a réparti les semaines qui font que le gouvernement n'a que 1 ou 2 semaines par mois pour faire examiner des textes. Alors, on va pas revenir sur le travail parlementaire parce qu'on a trop de questions à vous poser sur cette nouvelle ère, et je trouve que vous avez du mal à nous en parler. Moi, j'ai besoin de comprendre cette nouvelle ère. Comment j'ai du mal à vous en parler? On la finance. Je vous explique. On la finance comment? Est-ce qu'on augmente les impôts, par exemple, très concrètement? Excusez-moi, ce genre de questionnement, d'interrogation, qui fait semblant d'ignorer ce qu'on vient de dire, ne me va pas. Ah, mais j'ignore pas. Ne me va pas. Vous nous dites pas votre stratégie, je vous dis la stratégie du gouvernement. La stratégie du gouvernement, c'est de remettre les Français au travail et de choisir en priorité la question qui fait que nous sommes appauvris
et donc que nous avons des difficultés de financement, et que les Français ont des difficultés pour vivre dans leur famille, tout cela, tout le monde fait semblant de l'ignorer, et ne traite pas de la vraie question. Donc je la place comme la question première. Alors, Très bien. comment Et Ensuite, deuxièmement, est-ce que la solution est dans l'augmentation des impôts ? C'est une blague. D'accord. C'est une blague pour une raison très simple. Si les impôts permettaient d'être prospères et d'être heureux, la France serait le pays le plus heureux du monde. Alors on taille dans quoi en clair? Parce que... Attendez. Est-ce qu'on taille quand même dans le modèle social? Elle a raison, Nathalie. Est-ce que du coup, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir travailler plus et partir plus tard à la retraite, par exemple? Mais c'est deux choses différentes. Vous dites le modèle social, j'y suis profondément attaché. Alors, on va prendre dans l'ordre. Et ensuite, la question du travail est une question évidemment posée et qui fera partie. Je ne vois pas je ne vois pas de manière d'aborder le sujet autrement que en se posant la question du travail et la question avec les partenaires sociaux. Alors, on va prendre dans l'ordre. Il y a un conclave actuel qui existe à propos des retraites. On entend plein de personnes dans votre majorité dire de toute façon il va falloir travailler plus longtemps, 65, 67, Édouard Philippe. Est-ce que ce conclave a encore un sens? Je ne vais pas faire passer mon temps à citer Édouard Philippe, mais il considère que c'est hors sol et que c'est totalement dépassé. Oui, est-ce que ça vaut le coup de se demander si on repasse à 62, 63, 58 quand on sait tous qu'il va falloir travailler plus? Nathalie, juste faites attention au micro parce que pardon, à chaque fois plus dans le micro, merci. Promis. Merci beaucoup. Je ne veux pas vous empêcher de vous disputer. Mais on ne dispute pas. Je suis là pour faire l'arbitre. Elle protège les micros. Mais j'ai en effet une divergence avec Édouard Philippe. Édouard Philippe considère que la démocratie sociale et les partenaires sociaux, c'est négligeable, qu'il faut le laisser de côté. Qu'il faut considérer que désormais la décision doit venir du sommet et s'imposer à la base. Vous êtes un peu dur parce que en fait ce qui constate c'est le changement d'air depuis toute la tension autour de l'Ukraine. Non, il a assez souvent défendu la même position. Excusez-moi, je sais que je suis minoritaire quand je dis ça, mais je tiens à défendre cette position. Je pense que, dans des temps aussi difficiles, on ne peut pas se contenter du pouvoir politique pour résoudre les questions, surtout quand on n'a pas de majorité, et surtout dans un pays aussi centralisé que la France. Je ne crois pas que ce soit la solution. Je ne crois pas que décider en haut et imposer en bas soit la solution. Je pense qu'il est très important de saisir toutes les organisations qui nous permettront d'associer les Français et leurs représentants syndicaux, leurs représentants professionnels, aux décisions et aux orientations qui vont être prises. Moi, je crois qu'on s'est trompé depuis des années en écartant les partenaires sociaux. Je pense que ça a donné des catastrophes. Erreur d'Emmanuel Macron, vous êtes en train de dire, c'est ça? Non. Bien avant. Okay. Bien avant. Si on avait réfléchi avant, ce serait sans doute pas passé de cette manière-là. J'ai été... Disons qu'un de mes modèles de référence, c'est Jacques Delors. Et Jacques Delors, il disait déjà ça à son époque. Donc là, vous faites une conférence sur quoi? Vous faites venir tout le monde et on parle plus des retraites, on parle d'autre chose? Non, mais comme le temps est... Oui, mais très bien. Mais vous me posez des questions sur la conférence qui a lieu sur les retraites, en indiquant qu'il y a des voix qui s'opposent et qui disent que c'est hors sol. C'est ce que vous avez dit. Je reprends votre question. Eh bien, moi, je crois le contraire. Je suis déterminé à défendre l'idée que nous avons besoin des corps intermédiaires. Il n'y a plus de corps intermédiaires. Tout se passe comme si, c'est d'ailleurs une idée qui vient de la Révolution, comme s'il n'y avait que le sommet et une base indifférenciée. Or, la conception de la société qui est la mienne, celle qui aurait permis, j'en suis sûr, d'éviter beaucoup d'erreurs, c'est celle au contraire d'une société qui participe aux décisions. On va avoir des temps difficiles, vous l'avez dit. On va avoir des exigences qui vont être des exigences de contribution, de travail. Eh bien, il faut qu'on en discute. Il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non.
Vous dites clairement, 62 ans, c'est pas possible. La conférence sociale, elle sait très bien, les représentants qui y participent savent très bien quel est le rapport numérique. Et j'ai fait établir par la Cour des comptes un bilan objectif, financier. Qu'est-ce qu'ils disent, bilan ? Il dit deux choses simples. Nous sommes d'ores et déjà en déficit sur les retraites du privé. En dépit de la participation de l'État qui se monte, j'avais dit dans un rapport du plan, à 30 milliards pour les retraites du public en particulier, ou pour la contribution qui passe par les retraites du public, et c'est probablement 42 milliards, dit la Cour des comptes. Ceci, c'est la charge publique. Et nous devons à tout prix avoir deux discussions, une sur le privé, avec l'exigence de revenir à l'équilibre en 2030, ce qui a été constamment pour moi le contrat avec les organisations professionnelles et syndicales, et deuxièmement, à se demander quelle méthode nous pouvons trouver pour ce qui est des retraites du public, pour qu'on ait à terme un retour à un meilleur équilibre des finances publiques. Voilà exactement la question. Une position intermédiaire, 63 ans, c'est possible ou pas? Non, mais non, c'est pas possible. Je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. Peut-être qu'on en reviendra là, parce que vous vous souvenez que nous avons dit tous ensemble que si ça échouait, c'est la loi actuelle qui s'appliquerait, dont la Cour des comptes a dit quelles étaient les limites et les difficultés. Dernière question, François. Je fais confiance on change de chapitre. à ceux qui sont autour de qui ont accepté de s'asseoir autour de la table du confiance, et on voit quand même que beaucoup de syndicats sont très réactifs à essayer de se mettre dans le jeu de réduire encore les déficits. Par ailleurs, il y a un sondage qui est paru, Ipsos dans le Parisien aujourd'hui, qui montre qu'au fond les Français sont pas tellement prêts à travailler plus, et que supprimer 1 ou 2 jours de congé, comme ça peut être aussi la question, non plus. Comment peut maturer l'opinion? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment il faut pas brusquer un peu? Regardez, l'Allemagne, d'un coup, se met en ordre de bataille pour faire un fonds d'investissement de 500 milliards d'euros. Est-ce que nous, on n'a pas intérêt aussi, parfois, à brusquer un peu les choses? Si vous appelez faire un fonds d'investissement de 500 milliards brusquer les choses, alors ça, vous pouvez poser la question dans tous les sondages, les Français vont dire bravo. Tout le monde sera d'accord. Faisons un fonds d'investissement de l'État. Pourquoi est-ce que l'Allemagne peut faire ça? Parce qu'ils ont gardé l'équilibre des finances publiques. Voilà. Alors nous, est-ce qu'à un moment, il faut brusquer l'opinion? Que nous avons abandonné, que nous n'avons pas maintenu alors qu'il aurait fallu les maintenir. Et il n'y a pas beaucoup de responsables dans la vie politique française qui ont défendu cette question du déficit et de la dette. Et si vous comptez sur les doigts, il vous faudra pas plus des doigts d'une seule main et probablement pas plus d'un doigt d'une seule main. Jusqu'à un moment, il ne faut pas brusquer un peu l'opinion en disant on est face à l'Himalaya et le mur de la dette, il faut y aller. C'est l'expression exactement que j'ai utilisée le jour où j'ai été nommé à Matignon. Nous sommes face à cet Himalaya. Mais cet Himalaya-là, c'est pas seulement la dette. C'est avoir une dette de ce montant, des déficits de ce montant, je dis les plus graves de tous les pays européens pour la dette, et de tous les pays du monde presque pour la dette, et cependant, des services publics qui ne marchent pas. J'ai été interpellé sur votre antenne. Oui. Nathalie Saint-Cric, sur votre antenne le soir de ma nomination. Propre antenne, oui. C'était d'ailleurs fascinant parce qu'on était presque dans l'obscurité parce qu'il y avait des grèves assez importantes, ou en tout cas des difficultés à l'intérieur. Et vous avez fait parler dans cette émission Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Et elle a dit... Monsieur le Premier ministre, vous vous rendez pas compte, il n'y a rien qui marche en France. L'éducation, ça marche pas, la santé, ça marche pas, les services publics, ça marche pas. Et elle a déroulé ainsi une longue liste. Et j'ai répondu, vous avez probablement raison, c'est ce que vous traduisez ce que les Français pensent, alors que nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public et qui prélève le plus d'impôts et de taxes pour financer ses dépenses. Et par le déficit, nous le projetons sur les années qui viennent. C'est donc qu'il y a un problème d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai convoqué tous les ministres et tous les directeurs d'administration centrale il y a 3 semaines en leur disant, vous allez me faire la liste précise de toutes les missions
que votre administration remplit. Et on va se poser 2 questions. Est-ce que les résultats sont à la hauteur, premièrement, et deuxièmement, est-ce que c'est bien à l'État de faire ce que vous faites ? Et j'ai reçu la semaine dernière la totalité de ces questions, de ces missions. Je vais les partager avec les commissions parlementaires, dont c'est le boulot. Et si les Français sont intéressés, je vais les mettre en ligne. Voilà. Ça va suffire. Il s'agit de trouver combien en plus? Ça va suffire, les économies dans chaque ministère? Vous savez, nous avons un déficit. Chaque fois qu'on dépense 100 en France, d'argent public, le déficit est de 20. 20% de nos dépenses publiques sont en déficit, et il y a encore des gens qui pensent que ça ne suffit pas. Et qu'est-ce que c'est le déficit ? On fait payer par les enfants qui vont venir les dépenses que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que c'est acceptable? À mes yeux, non. Est-ce que c'est une remise en cause fondamentale? Oui, il faut changer les esprits. Parce que vous avez expliqué très largement à l'instant, Françoise Fressoz, que tous les sondages disent est-ce que les Français sont prêts à faire des efforts? La réponse est invariablement non. Donc le travail à quel moment ça va s'inverser? Donc le travail de conviction civique que nous faisons, que j'essaie de faire à votre micro, ce travail de conviction civique, de convaincre les Français, et un jour peut-être de les associer à la décision. Par un référendum? Par exemple. Vous l'aviez déjà dit. On peut y... Non, attendez, à quel moment référendum? Parce que la conviction, c'est bien, mais vous vous donnez combien de temps pour y arriver? Et le référendum, ça serait sur quoi? Il y a un très grand homme politique que j'ai beaucoup aimé, un très grand intellectuel et philosophe et homme de théâtre, qui était le président de la Tchécoslovaquie d'abord et de la République tchèque ensuite, qui s'appelait Václav Havel. Et Václav Havel, il avait une phrase pour répondre à votre question en parlant des impatients en politique ou en journalisme. Et il disait, ils sont comme ces enfants qui, pour faire pousser les arbres plus vite, leur tirent sur les feuilles. Vous dites, quand est-ce que ça va se faire? Françoise Fressoz, si ça s'était fait avant moi, je ne serais pas là. Le Premier ministre. Nous sommes les héritiers de 30 années d'action publique, dans laquelle aucune de ces questions n'est apparue, aucun de ces problèmes n'a été résolu. Il y a beaucoup de gens qui avaient des avis, qui ont essayé de les mettre en œuvre, qui n'y sont pas arrivés. Je suis ma méthode. Et ma méthode, quelle est-elle? Elle est de poser les vrais problèmes fondamentaux, de les poser avec les Français eux-mêmes. Moi, pour moi, les petits comptent autant que les grands. Allez, on avance. Les provinciaux comptent autant que le cercle du pouvoir intra-parisien et encore quelques hectomètres seulement, où se concentrent tous les pouvoirs. Moi, je pense à ceux, je connais, j'en viens, à ceux qui sont loin, à ceux qui n'ont pas d'argent, à ceux qui n'ont pas de relations. Et c'est ceux-là qui sont les vrais décideurs. C'est à ceux-là que je m'adresse et je prends le temps nécessaire. Il n'y a que 90 jours, vous avez dit 100 jours, il n'y a que 90 jours que nous sommes là. C'est déjà pas mal d'en être à ce point au moment où le monde bascule, en effet. Le Premier ministre, François Bayrou, est notre invité ce dimanche en Question politique. Je voudrais revenir sur une des images marquantes aussi de cette semaine, celle de Vladimir Poutine, habillé en treillis en militaire lors d'un déplacement dans la région de Koursk, qu'il espère d'ailleurs reprendre aux Ukrainiens. On écoute un extrait de la conférence de presse, c'était mercredi, on écoute le président russe. Je m'attends à ce que toutes les tâches de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies. Je m'attends aussi à ce que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. Je voudrais votre regard, François Bayrou, sur la folie guerrière de Vladimir Poutine et sur la folie commerciale dont vous avez commencé à parler de Donald Trump. Quelle est la plus dangereuse des deux? Quelle est celle que vous redoutez le plus? La plus dangereuse, c'est la folie guerrière russe. Enfin, on passe l'éponge dans les débats, les commentaires, sur un fait historique qu'on n'aurait jamais imaginé voir.
une des plus grandes puissances du monde, la plus grande par la taille, la plus grande par les richesses souterraines, minières, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire garant de la loi internationale, qui se jette, comme d'autres dictateurs l'ont fait au XXe siècle, sur un pays voisin, au demeurant profondément, qui a vécu une intimité avec la Russie, pour l'annexer et chasser ses dirigeants par la force, par les armes, au contraire de tous les engagements internationaux qui ont été pris au travers du temps. Et donc le plus dangereux et le plus responsable, c'est Poutine. L'agresseur, celui qui s'est jeté sur la pauvre Ukraine, c'est Poutine. Il y a 1 million de morts et de blessés, russes et ukrainiens. On continue à lui parler ou pas ? Il faut toujours parler, y compris avec ses ennemis, si on veut un jour ou l'autre faire la paix. Mais on n'est pas obligé de passer l'éponge sur les crimes. Et on n'est pas obligé, il y a pire que de passer l'éponge sur les crimes. Il y a ceux qui prétendent que c'est la victime qui serait le responsable. Justement. C'est criminel du point de vue de l'esprit, c'est criminel du point de vue d'un pays comme la France. Pour ce qui est de la France, il y a des personnes dans la classe politique, telle Marine Le Pen ou telle Jean-Luc Mélenchon différemment, qui considèrent que vous en faites trop, vous, pas spécialement, mais Emmanuel Macron, et qu'en gros, vous dramatisez la situation et que ça vous arrange bien, et que ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire qu'en période de crise et d'inquiétude, les codes de popularité remontent. C'est vrai pour Emmanuel Macron, c'est moins vrai pour vous. Est-ce que vous en rajoutez ou vous... C'est quoi le degré de gravité alarmiste ou ou de pas tragique de la situation? Le degré de gravité, il est historiquement maximal. Vous en rajoutez pas? Je répète ce que j'ai dit au début et vous allez voir que c'est marqué au coin de la réalité, n'est-ce pas? Il se trouve que le rapport de force depuis la guerre entre l'Europe et ses menaces éventuelles qui étaient de l'autre côté du mur, c'est-à-dire à l'Est, et qui peuvent venir de partout, le terrorisme, etc. Ce rapport de force, il était simple. En dehors de la France, tous les pays considéraient que c'était les États-Unis qui étaient l'assurance suprême pour notre sécurité. Tous les pays. Et ils achetaient du matériel américain pour leur sécurité. Il se trouve que sur nombre de ces matériels, on apprend que les États-Unis ont gardé une capacité, ils ont gardé une clé. Ils peuvent bloquer, quoi, oui. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le tremblement de terre dans les esprits à partir du moment où Donald Trump dit je n'honorerai pas nécessairement la défense de mes alliés. J'ai aidé l'Ukraine pendant 3 ans. Nous avons aidé les États-Unis, l'Ukraine pendant 3 ans. Eh bien non, on va s'arrêter. Et même, on vient vous expliquer qu'au fond, Poutine avait raison. Donc très dangereux, Donald Trump, qui en plus là nous impose des droits de douane, 200%. Très dangereux, Poutine. D'abord. Oui, on l'a bien entendu. Essayons de ne pas renverser. Transition. Deuxièmement, ce que fait le président des États-Unis est une déstabilisation complète, y compris pour son peuple. Quand vous mettez des droits de douane, vous introduisez de l'inflation. Comme les produits paient des droits, les prix montent. C'est assez simple. Et donc le peuple américain, vous avez vu les pronostics d'un certain nombre d'instituts économiques américains qui tablaient sur une croissance de l'économie américaine de 4% et même de 4,5% l'année prochaine, et qui table désormais sur une chute de 3%. Mais donc nos produits vont plus coûter très 4, cher moins 3. et ils ne seront pas achetés par les Américains, notamment les vins et les champagnes français. Qu'est-ce qu'on fait pour la Sur la protection question des vins et des champagnes, qui est une question incroyable, j'étais avec les producteurs de cognac hier ou avant-hier. C'est une question terrible. Il y a 70 000 personnes qui vivent du cognac. Et ils sont pris sous le double feu de la Chine d'un côté et des États-Unis de l'autre. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour Est-ce qu'on a fait quelques maladresses ? Enfin,
Est-ce que des maladresses ont été faites ? Probablement oui, parce qu'on a introduit le bourbon du Kentucky comme si c'était une menace commerciale, parce qu'on a repris une liste très ancienne sans relire la liste comme il aurait fallu. Voilà, la communauté européenne, c'est au niveau de, c'est en effet au niveau de la Commission européenne. Nous avons 15 jours devant nous pour essayer de trouver un chemin, et nous travaillons depuis des semaines à essayer de trouver un chemin avec la Chine pour cette production. Avec les États-Unis ou la Chine ? Avec la Chine, et qui a introduit des droits de douane conséquents, et avec les États-Unis sur ce sujet. C'est-à-dire que vous êtes plus dans la négociation par rapport à Trump sur les droits de douane pour limiter la casse, ou de dire non, mais on va riposter et puis on va se préparer, on va peut-être aider nos producteurs. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette guerre commerciale ? Je suis pour essayer d'arranger les choses le plus vite possible, et je pense que la négociation n'a pas complètement échoué encore. Donc frontal, mais un peu d'esquive. Vous avez vu qu'il y a eu des déclarations, des tweets de Trump, mais pas de décision encore. On va voir. Dès l'instant que on se trouverait en situation d'échec dans le travail de négociation, alors il faudrait chercher d'autres décisions, d'autres mesures d'escalade, et franchement, c'est pas à souhaiter. Mais s'il faut, il faut. Vous savez, sur les canons autrefois, au XVIIe siècle, vous pouvez le voir aux Invalides, sur les canons anciens, il y avait une phrase latine, c'était « ultima ratio regum », le dernier argument des rois. Le dernier argument. La guerre, c'est le dernier argument. Si on peut éviter et faire en sorte que, on arrange le plus possible de choses, alors il faut le faire. Est-ce que je suis optimiste ? Pas forcément. Je vois le tour qui a été pris par les uns et les autres, par les États-Unis et par les Russes. Je trouve que le monde dans lequel nous sommes entrés, c'est exactement le contraire du monde que nous avions décidé de construire. Le monde que nous avions décidé de construire, c'est force sera à la loi. Et le monde qu'on est en train de faire, c'est loi sera à la force. Comment vous expliquez qu'il y a un certain nombre de personnes dans le gouvernement, dans l'opposition ou dans l'exécutif qui considèrent que vous êtes bien paisible pendant cette période, et qu'au moment donné où il faudrait avoir une espèce de ton churchillien, vous gardez votre calme? Vous trouvez pas que c'est un ton qui est un peu churchillien? Je garde mon calme. Parce que, excusez-moi, si j'avais perdu mon calme, si je perdais mon calme, alors probablement je ne serais pas à la dimension de cette responsabilité. Mais il n'y a pas que le calme, François Bayrou. On lit beaucoup aussi le flou, le brouillon. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous trouvez que c'est flou ce que j'ai dit? Non, mais... Bon, alors, attendez, on va s'arrêter une seconde. Allons-y. Vous êtes des journalistes éminentes. On essaye. Vous voyez que je dis ça surtout en gardant parce que vous êtes des journalistes éminentes et vous dites non, ce que vous dites n'est pas flou. Bon, arrêtons-nous là. Faisons le constat qu'en effet, ce que je dis n'est pas flou, et plus encore, qu'en effet, j'ai une méthode qui ne ressemble pas complètement à la méthode de mes prédécesseurs. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si mes prédécesseurs avaient eu la bonne méthode, on n'en serait pas là, d'accord. Nous n'en serions pas là. Mais on va être au budget, on va être à l'année zéro du budget. Vous avez dit pour l'instant que pour ce qui est le budget 2025, vous faisiez comme vous pouviez, et ça on a bien vu, de manière à s'en sortir. C'est-à-dire qu'au moins on a un budget. Bon, 2026, c'est demain. C'est-à-dire que vous allez commencer à rentrer dans le dur, ce que vous avez appelé l'année zéro. C'est en septembre, oui. Oui, mais enfin, ça se prépare avant. Le tableau, moins de croissance, plus de dépenses et des déficits et une dette qui coûte de plus en plus cher. Vous donnez un petit cap, quoi. Et oui, c'est précisément la raison pour laquelle je pense qu'il faut reprendre les choses à la base. Je pense qu'il faut que chacune des dépenses de l'État soit examinée en se demandant si elle est indispensable et si elle marche. Chacune des dépenses de l'État, et on doit le faire maintenant. Et en attendant, mais chacun va défendre son précaré, on les connaît, les ministres. Il faut oui, mais vous voyez, Karine Bécard, je comprends très bien ce que vous dites. Oui. Vous dites,
ça peut pas marcher, on les connaît les ministres, hein, c'est votre affirmation. Non, on les a encore vus là, par exemple, pour votre budget. Dès lors que leur montant de dépenses baissait, ils se sont tout de suite tournés vers Matignon en disant c'est pas possible, moi tu sais, j'ai absolument besoin de mon budget. Beaucoup plus encore que vous ne pouvez imaginer, ça j'en doute pas. Oui, et les médias font écho. Oui. Tout le monde dit, oui, en effet, là, c'est pas possible, il y a 10 millions qu'on peut pas enlever. L'écologie doit absolument avoir plus de... Vous voyez bien à quel point nous sommes contraints de changer de méthode. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On a le temps, quoi. Et c'est c'est pas qu'on a le temps. On est à l'heure près. Mais ça demande un travail de préparation, pas de préparation, de réévaluation considérable. Je vais vous dire ce que j'ai dit au ministre. J'ai dit... Le budget 2026, on ne peut pas le faire comme on a fait le budget 2025. Et d'ailleurs, comme on a fait le budget des 30 années précédentes. Comment faisait-on le budget ? C'est très simple. On prenait le budget de l'année avant et on y ajoutait un coefficient d'inflation. Est-ce que ça peut se reproduire ? Ça ne peut pas. Et donc, c'est avec le soutien de tous les fonctionnaires qui, eux, savent que assez souvent, on dépense de l'argent pas à très très bon escient, que l'action de l'État elle n'est pas organisée comme il faudrait. Tiens, je vais vous raconter un truc. Je peux vous raconter une histoire pour vous faire sourire. Vous me connaissez, moi je suis le maître des horloges. Sur l'Algérie, mais enfin c'est pas grave. Oui, voilà, on a une petite question sur l'Algérie quand même. Il y a un des ministères importants qui, après mes alertes, a adressé un questionnaire très important à toutes les collectivités locales pour leur demander s'il était vrai qu'ils avaient besoin de l'intervention de l'État pour leur travail. En disant telle agence, est-ce que vous en avez besoin ? Et le directeur des services de la ville et de l'agglomération de Pau avait envie de répondre non, on n'a pas besoin. Et il a essayé de répondre non. Et on ne peut pas parce que sinon, pour passer de la première à la deuxième page, on lui disait vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas coché au moins une des cases dans lesquelles vous réclamez l'action de l'État sur tel ou tel sujet. Deuxième exemple pour sourire, un ministère a envoyé un plan, un questionnaire pour qu'on détermine dans chaque collectivité, qu'est-ce qu'il y avait comme plan ou comme action verte dans le budget. Écolo. La notice d'accompagnement fait 144 pages. Voilà. Alors, ça va être... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a du boulot dans tous les aspects de l'État. Et si vous ne comprenez pas ça, en disant, il faut faire comme d'habitude, excusez-moi, j'ai choisi, c'est pas que j'ai choisi, la nécessité impose de ne pas faire comme d'habitude. Et de changer il est très efficace, Elon Musk. Ça veut dire que vous êtes en train de soulever, finalement. Non, Elon Musk, il fait absolument le contraire de ce qu'il faut faire. Pas que sur ce sujet. C'est-à-dire que lui, il prend une tronçonneuse. Moi, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait guérir une plaie avec une tronçonneuse. Peut-être non. Nathalie, ce que je voulais dire, poser la question sur l'Algérie. Vous avez l'air, tout à l'heure vous disiez à Françoise, il faut de la conviction, il faut convaincre les gens pour le réarmement moral, financier et tout. L'Algérie, vous avez tapé du poing sur la table. Oui. Bruno Retailleau le fait aussi. En gros, il a laissé entendre que si tout ça, ça donnait rien, il pourrait prendre le large. Dans la presse ce matin. Dans la presse ce matin. Est-ce qu'il y a un partage des rôles entre Emmanuel Macron et vous et Bruno Retailleau, pour faire les méchants ou les mecs les bad cops, et Emmanuel Macron qui reste un pied dans la diplomatie, où en gros, tout le monde considère que si vous leur avez donné 1 mois et demi pour commencer à faire un certain nombre de choses. On a passé la liste hier. Voilà. Et on en est à... Vous avez l'impression que ça va s'arranger. Tous les jours, on a l'impression qu'il y a une QTF, obligation de quitter le territoire français, qu'on arrête et qui ne peut pas être reçu en Algérie. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus ? Alors, je considère que sur le fond, il n'y a pas de différence entre le président de la République, le ministre de l'Intérieur et moi sur le... C'est vous qui considérez ça, ou c'est vrai ? Non, je pense qu'il n'y a pas de différence. Le président de la République, il est garant des traités. C'est son rôle dans la Constitution. Dans l'accord de 68, il a exactement les mêmes indignations qui sont celles du ministre de l'Intérieur et les miennes sur le fait que, entre pays liés par un traité
d'amitié et de super coopération. En raison de l'histoire. Il n'est pas possible d'avoir un refus de reprendre des ressortissants qui sont considérés... Qui ont des papiers algériens, qui pourraient très bien atterrir. Bon. Enfin, ils atterrissent d'ailleurs, mais ils sortent pas. Et deuxièmement, puis-je ajouter que il n'est pas possible non plus qu'il y ait des campagnes hostiles s'agissant de l'Algérie, enfin du gouvernement algérien, à la France, à la langue française, au refus ou au choix d'exclure la langue française des classes et de la vie publique. Donc, il faut un peu de fermeté, là. Et de la vie publique. Et donc, il faut de la fermeté. Mais la fermeté, elle ne parle pas nécessairement fort. Alors, il nous reste... C'est une chose très importante. Et je veux le dire Est-ce que la fermeté va l'emporter assez rapidement ? En particulier, je veux le dire parce que nous avons beaucoup de compatriotes d'origine algérienne. Nous avons des personnes qui vivent en France, très nombreuses, qui sont binationaux algériens, oui, ou d'origine algérienne. Est-ce que c'est avec eux qu'on a des difficultés ? Non. Alors, est-ce que c'est avec le peuple algérien qu'on a des difficultés ? Non. Nous avons une difficulté entre gouvernements. Et il faut la prendre à ce degré-là. Et ça va aboutir. J'espère que ça va aboutir. Autrement, nous aurons une révision complète, une remise en cause complète de ces accords. Et cette remise en cause, elle est d'ailleurs prévue par un accord qui a été signé en 2022. Allez, il nous reste très peu de temps et il nous faut absolument revenir sur l'affaire Betaram, évidemment. 2 questions très précises, François Bayrou. La commission d'enquête parlementaire, mise en place après les révélations sur ce scandale, a fait savoir qu'elle souhaitait vous entendre, vous auditionner. Est-ce que vous irez ? Si j'ai une convocation officielle, je vais toujours. Est-ce que j'ai... C'est une affaire que, vous savez, il y a eu des plaintes, elles ont été classées sans suite. Vous concernant, oui. Elles ont été classées sans suite. Oui, la justice a dit... qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'est une manœuvre de déstabilisation et un drame. Du drame, ceux qui conduisent à la manœuvre de déstabilisation, ils s'en fichent. Ils n'ont jamais rencontré les victimes. Ça les intéresse pas. Moi, j'ai rencontré les victimes, c'était même la première fois qu'ils se rencontraient entre eux. Mais c'est parce qu'il y a eu scandale politique qu'on a entendu parler, en fait, de cette affaire aussi. Oui, non, c'est parce qu'il y a eu un scandale qui visait un politique pour essayer de le déstabiliser. Voilà. C'est bien que vous disiez que c'est vrai. Donc, c'est une chose très importante. Le maire de la commune sur laquelle est situé Betaram, c'est pas un de mes amis politiques, c'est un militant du Parti socialiste, très, très investi, et il a fait une déclaration publique en disant, mais c'est pas vrai que nous savions, il est maire depuis 2002, hein. Il est maire depuis 23 ans. Il dit, c'est pas vrai qu'on savait. Il y a eu 2 choses. Il y a eu, en effet, une claque en 1996 inacceptable, sur laquelle il y a eu saisine de la justice, jugement, condamnation et licenciement de la personne qui avait donné la claque. Et j'ai demandé, j'étais ministre à cette époque, il y a quand même 30 ans, et j'ai demandé une inspection. L'inspection a eu lieu. Et l'inspection a dit que ce n'était pas vrai. Et puis il y a eu un drame qui a entraîné un jeune garçon qui a révélé un drame de pédophilie, et l'auteur du drame s'est suicidé. Et après depuis, avoir pu se réfugier au Vatican. Oui, parce que la justice... En gros, la justice a un peu trénassé, et comme par hasard, il a été au courant. Non, la justice n'a pas trénassé. Vous vous trompez, voyez, on passe son temps. Non, je passe pas mon temps. Je me suis juste étonné en regardant les faits que cette personne ait pu aller se mettre à l'abri. C'est ma région. La justice, il avait été mis en garde à vue et la justice l'a libéré. Et lui a donné l'autorisation d'aller en effet sur le territoire du Vatican. Et après, il a été rappelé et il a mis fin à ses jours. Et c'est en
99, quelque chose comme ça, en 25 ans. Et il n'y avait pas eu d'alerte entre-temps. Et je dois dire que ce que vous avez dit est vrai. C'est Merci. parce que j'ai été ciblé par une manœuvre politique que ces choses sont sorties. Exactement. Et moi, j'ai reçu les victimes. Et je travaille avec elles. Et Elisabeth Borne a ce matin... Complètement. Je voulais en venir là, mais... présenté un plan pour lutter contre ce genre de dérive. Et ce plan a, je crois, l'avis unanime ou l'accord, y compris des victimes, et je crois qu'elle va recevoir le porte-parole des victimes. Merci beaucoup, François Bayrou. Je savais que c'était trop court, 1 heure, mais merci d'être venu on fera 2 heures sur le plateau de Questions Politiques. Un grand merci aussi à toute l'équipe. Cécile Bidot à la rédaction en chef ce dimanche, Amaury Baucher pour la programmation. Merci également à Fabienne Lemoyle, évidemment. Je vous souhaite une très belle fin de week-end. À la semaine prochaine.